J'espère que vous débutez cette journée le cœur vaillant. La soirée était belle. Bon, il y a du café, hein, vous savez. Donc nous nous retrouvons pour la suite des rencontres professionnelles. Loin ne veut pas dire petit. Langage et imaginaire artistique des Outre-mer, conçu par le réseau Documents d'artistes, fédération des 8 associations documents d'artistes en région, incluant la Réunion, et peut-être aussi bientôt, nous l'espérons, les Caraïbes. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour rappeler que le réseau Documents d'artistes accompagne les porteuses et porteurs de projets dans le développement de nouveaux documents d'artistes, à bon entendeur. Donc hier, entre moments suspendus et débats enflammés, nous avons pu ressentir cette nécessité de questionner ce qui apparaît comme posé, à commencer peut-être par le terme « outre-mer », de mettre en perspective les mots, de contextualiser les pensées et de situer les points de vue. Ils sont multiples et complémentaires. Aujourd'hui, les passeuses Émine Octavie et Cynthia Fibel nous emmèneront avec Yacine Ben Abdallah, Nathalie Leroy-Fievé, Cyril Ronald, Viri Taïmana, Jacques Benti, Nathalie Mouchamad, Bruno Penado et Isabelle Reyer sur les sentiers de la création et dans les plis des cartographies. Je ne doute pas que nous allons à nouveau ensemble rebattre les cartes. Merci encore à la Friche Label de Mai pour sa confiance, au comité scientifique pour ses précieux conseils, aux passeuses qui nous lianent et aux intervenantes et intervenants qui nous éclairent et nous ébranlent avec bonheur. Merci à vous d'être là. Je sais que la soirée nous a tous un peu éprouvés. Belle journée à toutes et à tous. Alors, au cas où ce n'était pas clair, on va accueillir la première table ronde. Normalement, il y a quelques intervenants, une passeuse. Voilà. Mon micro, merci beaucoup. Et puis, vous savez que d'autres fois, on part pour mieux revenir chez soi. Et pour se mettre à créer, recréer encore plus fort, tel un arbre fromager, parce que on aura compris une branche, encore une branche, une autre branche, jusqu'à en faire une pluralité de sentiers de création. Et puis à force de partir, on se rend compte que ce qu'on appelle loin, eh bien, ça ne veut pas dire petit. Loin ne veut pas dire petit. À toutes et à tous, bonjour. Alors, vous voyez, là, je viens de descendre de ce que j'appelle le pays public. C'est vous, mes premiers invités de cette table ronde. Alors, on va même changer l'intitulé. Ça ne sera pas une table ronde, ça sera une salle ronde. Je n'ai pas dit salle ronde, hein, une salle ronde. D'accord? Donc, tout au long de ce moment, la parole va circuler dès le début, hein, parce qu'aujourd'hui, ce matin, nous serons à rebours. On va faire les choses un petit peu différemment. Et donc, vous êtes mes premiers invités de cette salle ronde. Et puis, vous savez, d'autres invités vont venir me rejoindre, des invités qui, eux, alors d'emblée, de fait, ils sont nés à rebours des sentiers de création. Ils sont géolocalisés à rebours des sentiers de création. Alors si je vous dis par exemple 9-7-4, vous me dites quoi? La Réunion. Alors merci beaucoup. Et donc je vais demander à notre premier invité, Yacine Ben Abdallah, de venir nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Alors, on va continuer cet à rebours. Hein. Si je vous dis 9-7-3, j'entends pas. 9-7-3, la Guyane. Alors, notre invitée, Nathalie Leroy-Fievé, merci de nous rejoindre. « 9-7-1, par exemple ?» Ah,
Alors à Ronald Cyril, merci de nous rejoindre. Et puis là, on va faire le à rebours, encore plus à rebours. Si je vous dis 9, 8, 7. Polynésie. Alors on va le condamner, celui-ci. Alors, juste pour poser ce beau cadre qui nous réunit ce matin, une question, des réponses, des regards qui vont se croiser tout au long de ce symposium, et puis un moment qu'on va appeler le moment arrêt sur image, où nos invités auront l'occasion, un peu plus en profondeur, un peu plus en voilà, de se présenter, et de présenter également justement une de leurs œuvres en écho, en correspondance avec la table ronde qui nous réunit ce matin. Alors, table ronde durant laquelle nous allons nous pencher justement sur cette pluralité des sentiers de création, mais également nous intéresser aux gestes séculaires et à leur interprétation dans l'art, au décloisonnement des disciplines, et puis voir justement comment les formes plastiques rentrent en résonance avec vos territoires. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec Yacine. Tu as un micro, Yacine? Je te laisse. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour débuter cette table ronde, j'aurais voulu, Yacine, voir avec toi justement le tissage entre les formes plastiques et comment justement elles se matérialisent de ton côté. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être là. Et je trouve que c'est une question très difficile. Dès le début. De rien. Alors, moi, je suis designer et l'intérêt au design, ou dans ma recherche, elle apparaît à La Réunion aussi face à un travail de l'absence de la question de la culture matérielle créole. Dans de nombreuses de mes recherches, je me retrouve à rencontrer des chercheuses, des académiciens, des académiciennes qui constamment me disent nous n'avons pas de culture matérielle à proprement parler. Les objets qui sont exposés sont les objets du maître. Et je me pose énormément la question de comment on fait mémoire en tant que communauté lorsqu'on n'a pas de culture matérielle en tant que telle. Pour autant, il y a une richesse matérielle et immatérielle à La Réunion, mais moi, ce qui m'intéressait aussi énormément en tant que designer, c'est comment les objets peuvent se faire médium d'histoire et réceptacle de cette culture immatérielle. Moi, ma pratique, elle commence quand je rencontre aussi un historien, Laurent Waro, qui me dit Yacine, tu sais, il y a eu plus d'une centaine de milliers d'esclaves à La Réunion, et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à trouver une chaîne d'esclaves sur l'île. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on avance par rapport à ça lorsque, pour une de mes recherches sur le travail des plantations, je me retrouve au musée de Villèle, qui est le musée de la plantation. On me montre des chaînes d'esclaves. Je parle à la conservatrice qui me dit, oui, c'est des chaînes d'esclaves qu'on a dû acquérir en métropole, puisqu'on n'en a aucune. Et ça pose la question de la charge historique de ces objets-là. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on raconte à travers ces choses-là, et la difficulté plastique, finalement, et accepter aussi que les formes et les objets aussi portent une densité, portent une âme pour ces histoires qui sont peut-être pas assez racontées. Merci. Et justement, face à ce... Alors, on va utiliser le mot, entre guillemets, face à ce vide, sentiment d'angoisse. Comment toi, justement, ça opère? Lorsque tu te rends compte, justement, absence de chaînes. Les chaînes viennent d'ailleurs, ce ne sont pas les chaînes de notre histoire. On opère comment en tant que designer? Moi, ce qui s'est posé la question, c'est aussi, en tant que designer, comment je me positionne dans ma communauté. On sait très bien que le design naît main dans la main avec une histoire industrielle, une histoire eurocentrée,
Et c'est ouvert potentiellement la possibilité de se dire, mais peut-être être designer dans une société post-coloniale, c'est se donner les moyens de matérialiser ces histoires-là. Et je pense contextuellement, moi, il y a un poète qui m'a énormément touché, qui m'accompagne dans mon travail, qui est un poète palestinien qui s'appelle Khalil Gibran, et qui a dit je cherche depuis 10 ans le mot juste pour décrire la fleur de l'amandier au printemps. L'occupant qui est lui étranger à la nature est peut-être la seule chose que peut faire le poète pour la résistance, c'est de trouver le mot juste pour décrire la fleur de l'amandier au printemps. Et peut-être en tant que designer, moi c'est juste ce sentiment ou la volonté de trouver les objets justes, les formes justes, qui peuvent décrire l'histoire que l'on partage à La Réunion. Merci. Là, on est vraiment rentré dans la poésie de ce que l'on trouve, de ce qu'on peut mettre en exergue, de ce qu'on peut proposer ailleurs. Est-ce que ça résonne de votre côté? On va faire circuler le micro. Ça résonne bien, justement. Pardon, bonjour. J'ai une petite citation, si c'est possible, quelques minutes. Tout est possible. Alors, une définition du terme de résistance. Je l'avais noté au cas où ça tombe bien. Merci Yacine. Le terme de résistance, alors une définition qui vient de l'exposition Global Résistance. Voilà, une définition de Christine Massel. Le terme de résistance se décline selon 2 modalités. La première renvoie à la présence même et à la force tirée d'une position stable. Résister, de sistérer, c'est se placer, s'arrêter, ne pas s'avancer. 2 mots issus du latin, stare, se manifester, être debout, être stable. La seconde acceptation, désigne l'offensive dans une volonté de s'opposer aux menaces érigées contre les désirs ou les libertés. Ces 2 propositions désignent les curseurs entre lesquels se déploient les stratégies de résistance des artistes depuis des œuvres impliquées dans un tissu social, parfois participative, engagées, dans des luttes à teneur sociopolitique jusqu'à des œuvres plus autonomes et plurivoques qui témoignent indirectement des temps présents, en passant par celles qui ouvrent la voie vers l'art comme alternative percée pour soi. J'espère que je n'ai pas lu trop vite. Enfin voilà, c'était pour rebondir sur le mot résistance, pour le souligner. À bon entendeur. Alors, puisque c'est une salle ronde, est-ce que déjà au niveau du public, il y a soit des questions, des réactions, des ajouts? Il y a des micros qui circulent dans la salle, donc n'hésitez pas, j'aurai un regard très posé également sur vous. N'hésitez pas. On n'a pas besoin de pas trop de lumière sur eux, ils se sont réveillés il n'y a pas très longtemps. Voilà, ça c'est bien. Excusez-moi, je fais juste une petite correction. Je me rends compte que j'ai dit Khalil Gibran, mais c'est Mahmoud Darwish, le poète. Donc vraiment, je suis désolé, c'est le matin, c'est dur. Voilà, l'effet de la lumière. Alors, justement, là, ça sera le moment séquence arrêt sur image. Alors, Claire, arrêt sur image pour Yacine, s'il te plaît. Avec... alors, c'est encore un autre, pas celui-ci. Yes. Le souvenir doux, amer de la plantation. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Je me repermets, merci beaucoup. Mais écoutez, c'est un travail autour de l'histoire de la plantation à La Réunion, qui est quand même un topos qui bâtit l'identité même culturelle de La Réunion. Et
Et je me posais cette question de la mémoire, et surtout dans cette recherche-là, c'est là où j'arrive, où je me rends compte que les seuls objets qui racontent cette histoire-là sont les objets du maître. Et je me suis retrouvé finalement avec énormément d'histoires, très peu d'objets, en me rendant compte que finalement le seul matériel qui m'était accessible, la seule archive, c'était le sucre lui-même. Et donc j'ai recommencé à mouler les machettes, les sabres qui ont une énorme symbolique à La Réunion, qui, je trouve, qui est à la fois un objet qui connecte au territoire. Bon nombre de familles ont un sabre chez eux pour travailler la terre. Donc c'est aussi un outil qui a permis de se réindigéniser en travaillant la terre pour énormément de populations qui ont été déplacées. Et à la fois, c'est un outil qui se transforme en arme, et il n'y a pas une semaine qui passe à La Réunion en n'entendant pas que quelqu'un s'est pris un coup de sabre. Donc je trouvais que cet objet portait en lui-même l'ambiguïté de cette plantation, à la fois l'attachement identitaire et culturel en tant que créole, pour les personnes créoles, l'identité vient de cette histoire-là, malgré tout violente. Et moi, je viens des sciences sociales, et il y a quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est l'abstraction finalement de certains concepts et de certaines théories, et de comment la colonisation peut vraiment se penser hors sol. Et dans cette histoire-là, c'était la volonté de montrer que la colonisation, c'est une odeur, c'est une couleur, c'est un quotidien, c'est un paysage pour les gens. Et ces machettes-là, je les positionne dans le musée de la plantation, dans ce musée où, certes, n'existent que les objets du maître, en confrontation, de la même manière que l'identité créole est elle-même confrontation de nombreuses identités, afin de poser la question de quelle histoire est faite pour être préservée, conservée, cristallisée, et quelle est celle qui, finalement, se retrouve à fondre dans l'histoire du temps. Merci. Des réactions au niveau du public, des questions, des rajouts? Pas encore réveillé. Au niveau de nos autres invités, ah si, ah, le micro arrive. Salut, Cédric Hicham. Je suis pas encore bien réveillé, donc je ne sais pas si ma question sera claire, mais en tout cas, j'aimerais savoir si on peut vraiment dire que le sabre est l'objet du maître. Est-ce qu'en disant ça, on n'est pas en train de faire démarrer l'histoire des Noirs à une époque et oublier peut-être ce qui s'est passé avant? Parce que je pense qu'avant, il y avait des sabres. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que le sabre est l'objet du maître? Et est-ce que les maîtres même utilisaient des sabres? Mais enfin bref, quand tu as dit ça, j'ai juste un peu tiqué en me disant, mais est-ce qu'on est vraiment sûr de ça, quoi? Peut-être que je me suis mal exprimé, mais vraiment, moi, je ne le positionne pas tant comme l'objet du maître, mais comme l'objet du travailleur, des populations esclavagisées et engagées. C'est un outil agricole, et c'était vraiment cette question, finalement, du travail et de ces populations-là vis-à-vis de ça. L'idée, c'était de confronter les objets du maître avec la machette. Donc je ne sais pas si c'est plus clair. Ouais, je crois. D'autres réactions au niveau du public? Par ici. Juste là. Hop. Bonjour. Je voulais revenir sur la définition de résistance parce que je trouvais que c'était important et intéressant. Et d'après ce que je viens d'entendre, ce que je voudrais mettre un peu plus en évidence, c'est que ce qui a été dit, c'est que la résistance serait non seulement quelque chose, une tendance vers une recherche de stabilité, ou quelque chose qui assure un endroit ou une présence, et en même temps un mouvement vers pour défendre quelque chose. Et il me semble que ça dit beaucoup de choses.
de nos résistances, en tout cas, de nos résistances actives, passives, et d'où on en est maintenant. Voilà, dans cet équilibre-là un peu précaire et en même temps assuré. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Nathalie? Je vous remercie pour ce retour sur le mot. J'aime bien penser aussi à cette définition en pourcentage de tension. C'est-à-dire qu'on peut marcher, on marche avec une certaine tension dans le corps, et on peut aussi être complètement relâché, et être en résistance, c'est avoir un minimum également de tension et d'attention. Voilà, et c'est être conscient qu'on marche par exemple avec 30% de tension. C'est une image, mais c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est par cette image, j'espère qu'elle est comprise. Oui, merci. Alors Nathalie, tu peux garder le micro parce que justement, je vais poursuivre avec toi. Donc Nathalie Leroy-Fievé qui nous vient de la Guyane. Et justement, pour continuer dans ce procédé de la marche, de cette résistance dont tu parles, est-ce que dans cette pluralité des sentiers de création, toi, tu te sens à contre-courant dans ton processus de création, justement? Je me sens alignée, en fusion, dans la dynamique du courant, et en même temps à contre-courant. Alors, est-ce que je commente les images en même temps? Non, pas forcément, non, c'est déjà pour le plaisir du public. Parce que ces images de l'exposition vont dans le sens de ta question. C'est-à-dire que là, il s'agit d'une exposition qui a lieu à la Cité des Arts, à la galerie de la Cité des Arts, et c'est un travail in situ au charbon. Et en fait, le travail du mur au charbon a permis l'accrochage des tableaux, qui était impossible sans ce travail au charbon sur la mémoire même du mur. Et quand tu dis à contre-courant, il s'agit aussi de faire avec les vides, les manques, les gommages, et la mémoire, une mémoire souvent complétée. Et c'est peut-être dans ce sens-là où je me sens à rebours, dans ces manques, et dans cette mémoire que j'essaie d'enrichir par le travail et les échos à nos histoires, à mon histoire, à notre histoire. Voilà, enfin... Donc oui. Alors, sur l'intitulé de cette œuvre-là, Mot ici, mot là-bas, voilà, alors, point d'interrogation. Alors oui, c'est une devinette. Mot ici, mot là-bas. Merci Emeline. Je suis ici, je suis là-bas. Qu'est-ce que c'est? Non, pas tout à fait. Qui fait une proposition? Je suis ici, je suis là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est une devinette que ma grand-mère, une des devinettes que ma grand-mère me racontait, me posait quand j'étais enfant. Mot ici, mot là-bas. Non, pas la mer. Way.
Mot ici, mot là-bas, wei, les yeux. Les yeux sont ici et ils voient là-bas. C'est le titre de cette installation. C'est aussi un travail sur la mémoire. La mémoire du mur, elle est travaillée au charbon. Toutes les expositions qui ont eu lieu dans cet espace apparaissent comme une radiographie par le charbon frotté, griffé, frappé sur le mur. Ensuite, il a été possible d'accrocher les tableaux. Avant, ce n'était pas possible sur le mur trop blanc, trop lisse, trop parfait. Voilà. Donc il a fallu un peu noircir les choses. Ou les éclaircir. Avec le charbon. Avec le charbon. Est-ce qu'il y a une intervention, une question au niveau de la salle? Ah, juste par ici. Oui, j'ai eu la chance de voir cette exposition à Paris il y a 2 jours. C'est vraiment très, très fort. Merci beaucoup, Nathalie. Mais ma question, en fait, était à l'intervenant précédent. Pour Yacine. Parce que, en fait, j'ai entendu une présentation du travail et aujourd'hui, parce que c'est le matin tôt, il n'a pas été précisé que les matchettes, là, sont en sucre. Et j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi elles sont en sucre dans ton travail. Et juste, je voudrais revenir sur le petit point d'histoire des chaînes qu'on n'a pas retrouvé à La Réunion. Et ce travail de l'éphémère que tu fais avec les matchettes, c'est que les traces de l'esclavage, elles sont partout, elles sont dans les corps, elles sont dans les transes, elles sont dans toute la résurgence du marronnage que tu as aussi choisi de ne pas travailler parce que tu es en situation de diaspora par ta famille. Et que donc, c'est des artistes qui, eux, portent dans le corps ces traces très, très vivantes de l'esclavage et du marronnage qui travaillent sur ces choses-là. Voilà, merci. En fait, Barbara, tu m'as devancé, j'allais dire quasiment la même chose, mais peut-être pour compléter avec Yacine et poursuivre notre ronde avec Emeline, peut-être dire que tu t'es assez fixé sur la question du manque d'objets, en fait, comme manque pour une société pour se construire une mémoire. Ça, c'est une hypothèse de travail, en fait, et ça apparaît comme un axiome qu'on peut aussi contester, en fait, dans la mesure où il y a aussi une archive de l'usage, en fait. Du coup, la machette, l'exemple, il est assez bon, et tu as expliqué que la machette pouvait avoir donc plusieurs fonctions, plusieurs usages, et puis constructif, destructif, violent, résistant. Mais donc, quelque part, en fait, à travers l'objet, il y a en fait quelque part une autre archive qui est effectivement une archive du corps, comme disait Barbara, mais aussi une archive en fait des usages qui vont faire qu'il n'y a pas d'objet absolument du maître ou pas du maître. En fait, il y a des usages, en fait, et la question des histoires de territoires colonisés sont effectivement des usages, des détournements, des langues qui sont des manières d'être des langues du maître et pas des langues du maître. Et donc, cette question de l'archive des usages, je trouvais ça assez beau dans l'image où on voit un corps avec la machette. Pour moi, ça lui donne une autre fonction que la fonction plus muséographique qu'on a vue dans l'image précédente, où on isole l'objet de l'usage, ce qui me semble être une méthode d'archive justement marquée par l'épistémologie occidentale. Pour moi, on a vu avec Thierry Fontaine hier ces photos, c'est la même chose. C'est resituer dans le paysage, dans la corporalité l'objet, et peut-être une méthode d'archive dans laquelle on trouve plus de choses que si on réisole l'objet comme unique artefact contenant potentiellement toute une culture. Ce qui n'est pas le cas dans les cultures qui ont été dominées. Puis enfin, j'ai envie de dire qu'il y a une archive du sucre dans la machette, mais dans les corps, nous à la Caraïbe, on est très majoritairement diabétique. On a des corps en fait qui portons archive aussi d'une culture de notre territoire. Merci beaucoup. Je pense que ces deux interventions se répondent et effectivement, c'était là où ces machettes, elles sont faites en sucre. Donc, parce qu'elles existaient dans une situation muséographique, eurocentrée ou occidentale. Et c'était là où moi, je ne voyais pas l'intérêt de créer une permanence, surtout dans une histoire de disparition, d'où l'intérêt à la fois de travailler avec le sucre en tant qu'archive, en tant que tel, et laisser cet objet disparaître en disant que cet objet ne peut pas être conservé ni préservé, puisque la mémoire, elle est ailleurs, et comme vous dites, l'objet finalement n'est qu'un activateur d'un usage, d'une mémoire, et cette question diabétique, cette question de
de la permanence du sucre qui continue, c'est quelque chose... j'ai eu la chance d'interviewer Florence Félix qui me l'avait dit que c'est pas le sucre, il est dans le sang aussi des gens, finalement. Et en termes de situation, ce que vous dites aussi, moi, ce qui était important en voulant travailler sur ça, c'est... moi, j'ai grandi, j'ai vécu à La Réunion, mes parents sont d'origine tunisienne, et donc il y avait aussi cette question d'héritage et de positionnement de justesse en disant que je n'hérite pas, je ne suis pas descendant d'esclaves, je n'hérite pas d'une certaine histoire de manière corporelle, ce qui pose aussi ma situation et mon positionnement vis-à-vis de ça. Et c'est tenter de trouver une justesse dans ma pratique et la possibilité... je vais dire, du créole, d'intégrer d'autres identités en tant que telles. Moi, on me disait un créole tunisien m'a jamais vu ça, c'est la première fois. Et cette possibilité d'être considéré comme tel, cette possibilité de participer à ça, tout en sachant essayer de trouver, je veux dire, peut-être la sensibilité que j'ai aux objets, c'est particulièrement parce que mes parents grandissent en exil, ont l'incapacité de rentrer en Tunisie du fait de la dictature, et donc finalement il faut recréer la Tunisie, et celle-ci se fait de par des artefacts et des objets. Et je pense que c'est là où j'ai vu la puissance de l'objet comme réceptacle d'une mémoire et d'une histoire. Mais merci de me permettre de rebondir sur ça. Et Nathalie, pardon. J'ai une question. Oui. Alors, il y a une question par ici. Mon micro ne marche pas, non? Oui, c'est bon, on vous entend. Alors, oui, bonjour. Alors, c'est une question pour Yacine aussi. Alors, je sais que pour un designer, on peut avoir tendance à vouloir créer la forme juste, parce que tu nous parles de forme juste. Mais pour des plasticiens, c'est un peu un écueil, parce qu'on est comme ça à la recherche d'une forme un peu parfaite. Et moi, je pense que c'est un écueil. Mais je voudrais que tu nous précises un peu cette idée de forme juste, qui m'étonne un petit peu. D'accord, oui. Je pense que je ne la pense pas telle que dans le design, qui pendant longtemps se pensait dans l'innovation, dans la volonté de création de quelque chose. Moi, la forme juste, je la pose beaucoup dans cette histoire. Alors, micro. Oui, exactement. Je pense. Non, mais merci Florence, c'est exactement ça. Je pense que je le vois dans cette poésie et de cette idée de trouver le mot juste que dit Mahmoud Darwish, mais je le vois beaucoup aussi dans cette idée de se rappeler comme un moyen de se remembrer dans l'idée de la pensée décoloniale latine-américaine. Il y a vraiment cette idée de on n'invente rien, on cherche simplement à se rappeler ce qui a été perdu. Et se rappeler, c'est une manière de se remembrer. Ici, moi, j'ai aucune prétention de dire j'ai créé un nouvel objet, j'ai moulé des machettes existantes. Donc je pense que c'était plus cette idée de, moi je le vois comme se rappeler, et surtout l'idée que je n'invente rien, je me hisse sur les épaules aussi de nombreux artistes à La Réunion qui eux ont été une énorme inspiration, qui travaillent sur cette idée de l'absence, des personnes telles que William Zitt par exemple, qui parle de la notion d'art-créologie, de voir comment l'art contemporain à La Réunion a pris le pas finalement sur l'histoire de comment on fait face à un écueil. Et peut-être finalement, lorsqu'on n'a plus rien, il faut inventer. Et la fiction, elle peut être une position par rapport à ça. Mais moi, je le vois vraiment dans la continuité. Je marche sur les pas d'autres personnes dont je suis profondément reconnaissant et dont de nombreuses personnes sont ici présentes. Merci. Alors, il y a une question juste en haut. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire monter un micro, s'il vous plaît ? Vous voulez continuer Si, juste continuer. Alors, Viri, est-ce que ça résonne en toi, justement, cette... Nous avons pris le parti de nous parler à nous-mêmes, c'est-à-dire que pendant plus d'un siècle, on a écrit sur la Polynésie. On avait considéré que c'était un regard extérieur qui tentait de percevoir quelque chose de l'intérieur. Et finalement, dans les travaux que j'ai sélectionnés, c'est plus un regard de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on s'est donné la possibilité de s'adresser à nous-mêmes et de faire écho dans notre relation au monde.
Donc on est sur cette logique-là. Merci. Alors on va prendre la question. Oui, bonjour. Je voulais en fait revenir sur la question de l'objet. Que je trouve vraiment intéressante dans les pratiques outre-mer et par rapport justement à l'histoire coloniale qu'il y a. Et du coup, c'est une question pour Ronald Cyril, qui est plasticien, et la place de l'objet en fait dans ton travail, parce que bon, je connais un petit peu ta peinture, et il y a notamment des bijoux, il y a le motif de la barque aussi qui revient. Et je trouvais intéressant de faire le parallèle entre ce que Yacine disait et le rapport à l'objet dans ta peinture. Voilà. Est-ce que tu pouvais nous en dire plus? Merci. Bonjour. L'objet, oui, effectivement, l'objet ponctue ma création. Ça devient des signes, ça devient aussi une mémoire, puisque l'objet comporte une histoire qui est parfois singulière ou collective. Et il s'agit pour moi de créer un dialogue entre mon histoire personnelle et une histoire, puisque j'estime que mon histoire est une histoire dans l'histoire. Donc il y a un va-et-vient. Donc moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est la question de l'indéterminé, et donc de l'importance que prend l'objet, et puis la réutilisation de cet objet qui en fait un symbole et qui vient apporter une certaine force. Donc c'est comment me réapproprier les choses, comment les détourner, comment donner une nouvelle vie, un autre sens, puisqu'on a souvent tendance à... Je dis souvent je suis d'ici d'ailleurs, puisque la question par exemple de l'exil m'intéresse beaucoup. On parle très peu des Kalinago, des Indiens Caraïbes, ou encore des Taïnos. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire plurielle. Et l'histoire plurielle, effectivement, ne peut pas aller dans un seul sens. Donc, dans mon travail, je parle de l'héritage culturel de l'Afrique, mais non seulement de la Caraïbe, de la diaspora. Donc, comment mettre en relation toutes ces histoires, comment partir de mon histoire personnelle pour arriver vers quelque chose qui me dépasse, comment parler de la question de la représentation, ou du moins de la représentation, c'est-à-dire présenter les choses sous un autre jour. Et donc pour moi ça devient un jeu effectivement de forme, de détournement, et donc c'est ça là. L'image qu'on voit, c'est mon travail de chuitard, donc l'intervention dans la rue, puisque le travail, il faut aussi le contextualiser. Je fais le choix d'une école d'art en Martinique, puisqu'on n'a pas d'école d'art en Guadeloupe. Et c'est quels sont mes modèles, quelle est l'histoire que je veux raconter. On a une langue qui est le créole, une langue qui est déjà très imagée, qui parle d'histoire, qui parle de mémoire. Et donc, c'est comment je parle de cette de ces choses indéterminées. Donc, effectivement, ces manques m'intéressent énormément, puisque ces manques sont des éléments qui me permettent de créer une ouverture. Je m'intéresse très peu aux histoires qui sont trop précises, puisque ça me retire l'opportunité, justement, de l'amener ailleurs. Et donc... voilà, c'est un peu un jeu. Je prendrai l'exemple, par exemple, après mon DNSAP, Diplôme national d'art plastique à l'école des Beaux-Arts de la Martinique, que j'obtiens avec des félicitations du jury. Je me dis, bon, je veux tenter l'aventure, je viens à Paris et puis je cherche à m'inscrire dans une école d'art. Et puis, on me fait la proposition de refaire ma 3e année. Donc, pour moi, ça en dit long. Sur la question des dominations, sur la question de la hiérarchisation. Donc je refuse d'être un sujet, mais je préfère être un sujet acteur. Et donc c'est aussi ça. Maintenant, le manque d'institutions, de dynamique, de politique culturelle, j'irai jusqu'à dire ça, m'oblige à trouver d'autres alternatives. Donc je travaille, ce qui m'intéresse énormément, c'est la question de l'errance et du vagabondage. Donc aussi bien par rapport à mon histoire personnelle, mais aussi dans ma peinture. Donc ma peinture, c'est une forme d'odyssée où pour moi, chaque peinture, c'est de manière spontanée. Je dois éprouver, je dois me dépasser, je dois me risquer.
Et donc le travail que je fais dans la rue, effectivement, parle des contes, des mythologies, des légendes de la Caraïbe, puisque dans la Caraïbe, on a énormément de similitudes, on parle souvent des différences, mais aussi la place de la spiritualité. Donc c'est comment faire une autre proposition qui serait pas quelque chose d'académique, qui d'ailleurs dans mes débuts a été très mal compris, voire très mal reçu, qui était plutôt quelque chose d'effrayant pour les miens, pourtant on partage cette histoire. Et donc je me retrouvais souvent, mes pièces étaient effacées, puisque j'ai l'impression que c'était une forme de miroir pour nous-mêmes, et donc on avait un peu peur de nous. Et donc c'était comment persister, comment proposer d'autres possibles. Et donc c'est un peu ça. Donc je ne suis pas dans une figuration, dans un travail qui ne fait pas sens dans le lieu. Mais ce n'est pas pour autant que le travail est enfermé dans un lieu, puisque je parle effectivement de cette question de l'errance, du vagabondage, de l'ici et de l'ailleurs. Et donc, ce n'est pas quelque chose de linéaire, puisque la Caraïbe a justement cette richesse. Je ne voudrais pas partir dans des citations d'Édouard Glissant et autres, mais j'ai cette conscience d'être à la fois singulier et multiple. Et donc, il ne s'agit pas d'être dans une confrontation forcément, mais de trouver une manière de mettre tous ces morceaux disparates ensemble pour former un nouveau tout qui esthétiquement me convient, et puis donc je peins un peu comme un conteur de manière assez spontanée. Une fois que les choses sont déterminées avant de peindre, je commence à m'ennuyer. Donc de ce fait, je me retrouve à pratiquer entre mon atelier, entre la rue, être sur la sculpture. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai terminé un court-métrage, du dessin, etc. Donc pour moi, ça reste vraiment une aventure. Et donc, c'est ça. Donc, pour la question du symbole, ça se relie aussi à mon histoire, mais mon histoire, comme je disais, c'est une histoire que je mets en dialogue avec une histoire. Puisque par rapport à la Martinique, par exemple, la Guadeloupe, c'est un archipel, donc c'est des fragments d'îles. Le bateau est un symbole qui, à la fois, nous permettait de naviguer, de communiquer. Mais ce bateau, il peut renvoyer, pour certains, au bâtonnet grillé, ça ne l'est pas, mais qui renvoie aussi à la déportation. Le bateau, pour moi, il m'évoque la question de l'exil. J'avais un grand-père pêcheur, donc je suis né en Guadeloupe. De mes 8 mois à mes 9 ans, j'ai grandi à la Dominique, donc qui est l'île anglophone qui est entre la Martinique et la Guadeloupe. Avec un héritage Kalinago et autres. Donc c'était aussi, à mes 9 ans, je viens en Guadeloupe pour des vacances et ma mère décide qu'elle me garde. Donc voilà, je ne retournerai plus à la Dominique. Et donc c'est toutes ces questions qui commencent à me traverser, toutes ces histoires de mes souvenirs d'enfance. Et donc là, effectivement, le bateau prend un autre sens pour moi. C'est la question de l'exil, du sentiment d'arrachement à sa terre, mais aussi c'est la question du lien. Et donc, par exemple, symboliquement, le bateau était ce qui pouvait me permettre de briser cette frontière, puisque effectivement, la mer est ce qui relie, mais la mer, c'est aussi ce qui divise. Donc le bateau était ce qui pouvait me permettre d'abattre cette frontière et donc de naviguer, puisque étant petit, je vivais à la Dominique et ma mère en Guadeloupe. La mer était pour moi problématique, puisque la mer est ce qui me tenait à distance de ma mère. Donc souvent les éléments que j'utilise, ce sont des éléments qui font sens par rapport à mon histoire, mais qui malgré tout parlent aussi de mon lieu, des héritages, des possibilités. Et donc, c'est aussi toutes ces questions qui m'intéressent. Il s'agit pour moi de trouver des réponses plastiques à travers cette aventure. Donc, peine pour moi, c'est comme écrire de nouvelles histoires qui à la fois me permettent de reconquérir mon identité tout en étant en dialogue avec le monde. Merci Cyril. Donc justement au niveau de l'écriture de ces histoires, au niveau donc l'histoire avec du coup l'histoire personnelle qui se mêle aussi à la grande histoire. On a vu l'importance de la mythologie également que tu crées en vérité. On est dans un processus de création. Cette histoire, ce savoir, il est transmis de quelle façon
de ton côté? Tu transmets ce flambeau de quelle façon? Parce que du coup, tu deviens un peu précurseur avec cette mythologie que tu donnes à voir. Tu nous as parlé de ces espaces publics sur lesquels justement tu œuvres. Tu donnes à voir et à nous voir des œuvres qui sont parfois effacées. Comment toi tu le reçois et puis comment justement ce flambeau essaye d'être transmis à ton niveau? Bien, je dirais il y a l'espace public, l'espace privé, mais il y a aussi autre chose, il y a aussi l'espace commun. Et c'est ce qui m'intéresse, l'espace commun qui est un peu à la frontière d'un peu tout ça, mais qui répond aussi à des problématiques. J'étudie en Martinique, malheureusement on n'a pas les mêmes possibilités entre guillemets de réseautage, de mise en relation. Donc on est un peu isolé. La plupart des intervenants, Valérie, John, Ernest Broller, etc., ont été mes professeurs. Et donc après, je retourne naturellement en Guadeloupe. Et là commence une autre problématique, très peu de galeries. Donc il y a des espaces effectivement qui louent des murs pour un pourcentage. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit vraiment d'être dans un travail qui va pouvoir vivre, qu'on va pouvoir communiquer et qui devrait, je vois les galeries comme les commissaires, comme des passeurs. Et donc pour moi, comment cette histoire allait pouvoir être accompagnée pour passer autre part, autrement. Et d'où vient je n'ai pas d'atelier, donc je suis en face d'une problématique. Je commence à peindre mes toiles sur le trottoir, les gens ne comprennent pas trop. On est encore fan de quelque chose de très académique. Pourquoi tu ne fais pas des portraits? On ne comprend pas. Pourquoi il y a des dents? C'est quoi ces formes? Etc. Mais j'ai aussi cette conscience que j'ai la chance de vivre, d'être né en Guadeloupe, de vivre à la Dominique, d'étudier à la Martinique et de voyager un peu dans la Caraïbe. Souvent, on a tendance à fixer sur nos différences. Pourtant, il y a énormément de similitudes. Donc, je me dis, les similitudes sont une richesse. Et donc, là, je commence effectivement à me dire, on est parasité par un grand nombre de panneaux publicitaires. Ça ne questionne personne, ou du moins très peu. Alors, pourquoi moi, je ne vais pas m'afficher aussi dans la rue? Je ne vais pas déranger. Je ne vais pas mettre mal à l'aise, je ne vais pas questionner. Et puis, je viens d'une famille où l'art intéresse très peu ma famille. Ma mère n'a jamais eu l'occasion d'aller voir une exposition, à part quand j'ai commencé vraiment à faire ce travail-là, mais je n'ai pas été dans une famille qui était intéressée par l'art sous une forme quelconque. Et donc, c'était nouveau dans la famille. Donc, c'était une aventure un peu en solitaire. Et l'idée, c'était pour moi déjà donner envie de voir, déplacer le regard, mais déplacer aussi mon travail. Là, effectivement, je n'avais pas cette possibilité d'avoir un atelier. Donc, je me suis dit, je vais faire de cette contrainte une force. Et donc, j'ai commencé à travailler dans les rues. Et c'est là, effectivement, j'avais une galerie à ciel ouvert et je m'amusais tous les jours. Donc, effectivement, je disais tout à l'heure, là, j'aime la question de l'errance, du vagabondage. Et donc, ça me permettait à un moment de sortir de mon atelier pour aller faire un travail à l'extérieur où j'étais pas dans le même confort. Les gens, ils passent, on dialogue, par moments, ils critiquent, ils questionnent. Et donc, ce sont de grandes pièces. Au départ, on pensait que, comme ça fonctionne souvent, que c'était un crew. Donc nous étions plusieurs. Et donc j'étais seul, je travaillais la nuit et le matin, les gens ils se réveillaient, ils étaient en face de quelque chose qui n'existait pas le jour avant. Et donc il a fallu un certain nombre de temps avant que les choses soient vraiment considérées et puis qu'il y ait ce relais. Et aujourd'hui, effectivement, je vois que mes pièces, parce qu'avec le temps ça s'abîme, et bien à un moment les gens ils viennent vers moi, ils me disent bon, on est un peu nostalgique puisque voilà, la pièce elle est abîmée, est-ce que tu peux la refaire? Parce que ça fait partie de notre quotidien, parce que ça nous a amené à nous questionner, parce qu'il y a quelque chose de magique, parce que parfois on oublie la magie aussi de la création. Et donc c'est un peu tout ce que j'ai voulu partager dans ce travail, mais pas seulement venir et puis intervenir, mais venir déjà et questionner le lieu. Par exemple, la pièce qu'on voit, on sent la volonté de déposer la structure, la bâtisse. Donc c'est comment arriver aussi dans une forme d'écoute du lieu, de son histoire et puis
comment utiliser l'imaginaire comme une force. Et donc c'est un peu dans ce travail que je suis. Merci pour cette présentation d'atelier à ciel ouvert et de pratique de faire de cette écriture. Est-ce qu'au niveau du public, il y a une... Je ne dirai pas plus. Est-ce que les micros peuvent circuler? Ah, super. Je reviens un peu en arrière. C'était une question pour Nathalie. C'était quel est votre rapport à l'in situ et à la création et aussi du coup à l'in situ dans le musée? Alors, merci pour cette question. L'in situ a commencé à Cayenne, quand j'étais enfant dans le jardin de ma grand-mère. C'est ma meilleure école, c'était mon école, l'école où j'ai appris la couleur, la matière, la fusion avec les éléments. D'où le poème « La terre, notre poésie » présenté avec l'ex-voto au grain de poussière. Et j'ai besoin de faire corps, avec le lieu dans lequel je me trouve. Aussi, ressentir les vibrations, ça paraît toujours un petit peu... oui, la magie, c'est exactement ça dont il s'agit. De la magie du lieu dans lequel on se trouve, je me trouve, et je ne sais jamais dans quelle direction je vais aller, mais je fais confiance au lieu. C'est le lieu qui fait le travail finalement. Je ne suis juste qu'un outil. Et tu peux repréciser la question, s'il te plaît? La fin de la question. Alors le micro arrive parce qu'on n'entend pas bien. L'in situ dans le musée, il existe au même titre que l'in situ là au Centre d'art contemporain de la Matmut. Il s'agissait, je reviens dans le musée après, il s'agit d'un carré de 10 mètres par 10 qui s'appelle Addition, sur lequel un carré d'herbe tondue à 10 mètres par 10 autour, sur lequel je suis venue additionner des briques concassées de la région. Ça se trouve en Normandie, à Saint-Pierre-de-Varengeville. Et je voulais, avec le poids de la brique concassée, venir étouffer l'herbe pendant 6 semaines pour qu'ensuite, à la soustraction, apparaissent les vers de terre et tous les dessins, tous les mouvements des vers sous la brique concassée. Donc là, on n'a que l'addition, on n'a pas la soustraction. Et je reviens à ta question après, ce qui m'intéresse là dans ce travail, c'est l'environnement, le lieu où je me trouve, le temps, parce qu'il est question aussi dans ce corps à corps, du temps. Comment on va pas prendre le temps, mais s'accaparer le temps pour qu'apparaissent les subtilités, les choses qui ne sont pas tout de suite visibles, comme ce carré d'herbe de 10 mètres par 10 mètres, tondu tout autour et qui pousse pendant 6 semaines et qui va au fur et à mesure apparaître et laisser apparaître à la soustraction la terre et tout ce qui se passe dessus. Donc pour moi, là, on est dans une peinture au même titre qu'une peinture accrochée à un mur. Donc voilà pour l'addition. Pour l'in situ dans le musée, plus le temps passe, j'étais aux Beaux-Arts aussi à Paris. J'ai mis quelques années
prendre de la distance avec ces études qui étaient très riches, très intéressantes, mais aussi très frustrantes, pour plein de raisons. Je vais pas... Et il faut du temps pour désapprendre. Et ce temps désapprendre s'est passé par l'in situ. Là aussi, il s'agit d'un in situ à la Chartreuse de Valbonne, où je suis intervenue dans le Grand Cloître. C'était une exposition en duo avec Lydie Jandy-Panel qui présentait une vidéo. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le peu, l'infime, ce qui est à peine, ce qui peut ne pas se voir. Et dans ce travail, dans le Grand Cloître, je suis intervenue à la gouache, tout simplement par le dessin, en tenant compte du jardin intérieur du Grand Cloître, et aussi pour souligner toute l'architecture, le toit coloré du Grand Cloître. Il y avait une quarantaine d'ouvertures comme ça dessinées. Dans le musée, j'ai de plus en plus envie de décrocher du musée les tableaux comme ils sont habituellement présentés. Il y a... Mais justement, cette envie-là, elle naît de quoi exactement? Cette envie de... Oui. Elle vient de... Donc, je suis née à Cayenne, où j'ai grandi. Elle vient de là. Elle est très ancienne. Ma grand-mère, mon premier professeur, parce que moi aussi, je viens d'une famille où l'art était abstrait. Je suis la première aussi de la famille, et on est une petite famille, une grande famille mais une petite en même temps, avec une histoire amputée, et donc avec plein de manques, plein de manques. Du côté de... Je parle beaucoup de ma grand-mère, mon premier professeur. Ma grand-mère a une histoire difficile, puisque sa mère est décédée, est morte en la mettant au monde, et toute son histoire Kalinia a été amputée également parce que elle a été retirée de sa famille pour être prise en charge par le prêtre d'Irakubo, sa commune, la commune de ma grand-mère. Et bref, j'ai toujours été très sensible à cet héritage Kalinia, dans le flou complet, parce que ma grand-mère avait des bribes de sa grand-mère. Et donc, ce travail que vous voyez, les origines, une partie des origines, c'était cette quête, en fait. C'était un moment où j'étais étudiante à Auckland, à CCAC. Ça ne me convenait pas comme système d'enseignement. C'était beaucoup trop scolaire comme école, et donc je suis restée beaucoup enfermée à faire ce travail de gouache, d'introspection, qui m'a permis, finalement, c'est incroyable ce travail, c'est vraiment incroyable. J'étais complètement perdue aux États-Unis, je ne sortais que pour aller à Chinatown manger, et je passais mon temps du matin au soir à peindre ces gouaches. Et comme je ne pouvais plus remettre les pieds à l'école, j'ai décidé de rejoindre un artiste Navarro, Dioben Jr., en Arizona, à Phoenix, pour partir sur la route avec lui, de Phoenix jusqu'au Nouveau-Mexique. Et j'ai emporté mes gouaches, toutes ces gouaches, en Arizona, et je les ai montrées à nos cousins Hopi, nos cousins Zuni et Navarro.
Et il y a eu communion. Et c'est ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que je n'avais aucune information. J'aurais pu me documenter sur ces cultures, mais cette espèce de flou dont tu parlais, ou je ne sais plus qui parlait de... C'est peut-être toi, Yacine, je ne sais pas, ou vous deux. Cette espèce de flou, de manque que j'ai essayé de combler, de nourrir, je l'ai retrouvé dans l'art Navarro et dans l'art Hopi, des Kachina et des peintures de sable Navarro. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que tout se ferait par l'in situ. Pour conclure sur ce que... Parce que... Mais oui, parce qu'en fait... Pendant toutes ces semaines de voyage de Phoenix jusqu'au Nouveau-Mexique, jusqu'à Chyproc, on a collecté du sable avec Joben Junior. Je suis revenue en France avec 150 kilos de sable de toutes les couleurs, qui est toujours enfermé dans les bocaux depuis 1996. Ce sable, il est très précieux. Je ne sais pas encore quand je l'utiliserai, mais je l'utiliserai pour un... Mais je ne veux pas parler trop longtemps. Pour pardon? Pour un in situ sûrement, oui. Oui. Merci beaucoup Nathalie. Vous voyez certaines réponses justement, ce sont des voyages et visiblement tout ce sable emporté, c'est une façon de collecter une nouvelle mémoire. Tu vas faire mémoire avec tout cela. On imagine bien. Et la résonance avec le peuple Kalinia aussi. Il y avait une question, s'il vous plaît, juste ici et après de l'autre côté. Si un micro peut arriver. Ah, aussi là. Je peux dire quelque chose? Alors, juste... J'ai une question pour Viri Taimana, dont je ne connais pas beaucoup le travail. Et, on parlait beaucoup d'objets. Moi, j'associe beaucoup que ce soit la charge du street art, on charge un immeuble, on charge un mur avec du charbon, on charge un objet. Et là, la Polynésie, je la vois comme une sorte de forêt d'objets déjà très chargés. Je voulais savoir si dans ton travail, ou comment dans ton travail, dans ton parcours de création, tu voyages à travers ces objets déjà chargés. Et voilà, est-ce que ça a une influence ou un impact sur les objets ou les images que tu vas créer? Merci. Alors Viri, qui je le rappelle, a deux casquettes, la casquette d'artiste, mais également la casquette de directeur des métiers du Centre des métiers d'art de Polynésie. Donc tu choisis avec quelle casquette tu réponds. Libre choix. Je crois qu'on est un peu les deux à la fois. Donc, en parlant d'objets chargés, la plupart des objets chargés que nous avons sont en dehors de la Polynésie. Ils ont été collectés pour mettre à la place le Christ sauveur. Donc, une conversion qui a été ingénieusement faite par les missionnaires qui ont commencé... plus d'un siècle avant. Je crois que la Polynésie, c'est le dernier territoire disputé entre l'Angleterre, la France, la Hollande, tous ces peuples marchands qui ont voulu étendre leur influence, récupérer les ressources. On est toujours dans cette configuration actuellement. Pour revenir aux objets, les objets les plus extraordinaires qui ont été réalisés dans le Pacifique sont tous dans ces pays qui ont voulu conquérir ce territoire. Là, j'ai fait une sélection de deux travaux en peinture que j'ai faits avec une sélection d'œuvres réalisées par 3 artistes dont le travail me parle. Et en même temps, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, un regard
que la Polynésie, il y a eu beaucoup d'écrits sur la Polynésie, des ethnologues, des anthropologues ont parlé sur la Polynésie, et pour nous, on a considéré que c'était un regard extérieur tourné vers l'intérieur, et qu'à un moment donné, il fallait qu'on regarde de l'intérieur vers l'extérieur. Et tout ce travail que j'ai sélectionné parle de ça, et porte des titres en tahitien, et évoque pour ceux qui connaissent tout ce qu'il y a autour de ça, toute la part historique, pas si éloignée que ça. Elle raconte la dissuasion. Elle raconte la dissuasion lorsque De Gaulle arrive en Polynésie et décide que finalement ce territoire allait être le théâtre d'expérimentation nucléaire. Et à partir de là, on a basculé d'une vie communautaire vers une vie de consommation effrénée jusqu'à maintenant, jusqu'au point où on ne sait plus comment arrêter cette consommation. Et tous ces objets traitent de ça. Je vois Orurehau, qui veut dire l'habit, et c'est en écho avec les gilets jaunes évidemment, où est cousu sur ce gilet jaune des lamelles de nacre qui renvoient à l'habit du deuilleur. Donc il y a une part dans cette œuvre de la volonté d'inscrire quelque chose qui a animé tout le monde, puisque les Gilets jaunes sont arrivés jusqu'en Polynésie, puisqu'il y avait une envie de se révolter contre un système entretenu. Et le fait d'avoir inscrit ces lamelles renvoie à une perte. C'est l'habit du deuilleur, qui est un costume extraordinaire, que nous n'avons pas en Polynésie, puisqu'elle a été collectée par les navigateurs qui sont passés en Polynésie. Et il est plutôt, il y a une partie à Hawaï et au British Museum. Des questions? Alors, moi, j'en ai une dans la suite. Donc, justement, Viry, dans ce centre des métiers d'art que tu diriges, on crée à partir d'où? On crée à partir d'un manque. On a évoqué tout à l'heure un retour vers l'histoire. Qui sommes-nous? Les étudiants que nous avons viennent au Centre des métiers d'art parce que c'est la seule école d'art en Polynésie. Et c'est une envie de découvrir qui ils sont et quels sont les outils qu'ils peuvent utiliser pour exprimer quelque chose de refoulé, quelque chose dont ils ont envie de partager avec soi, partager avec les autres. D'accord. Et au niveau justement, donc, art contemporain, art traditionnel, savoir-faire traditionnel, qui décide de la frontière entre les deux? Nous avons un programme d'enseignement qui est à partir de tout ce qui relève du patrimoine polynésien. C'était une acquisition technique et en même temps culturelle. Et une fois qu'ils ont compris que la Polynésie est divisée par 5, c'est juste le centre, hein, et que chacun a développé une manière de voir le monde. Et qu'il y avait des objets bien spécifiques dans ces 5 archipels. Et si on agrandit encore, on est toujours relié, puisque c'est une histoire de migration, on est toujours relié par les mots, on est toujours relié par les formes, et c'est ce que les autres ont appelé le triangle polynésien qui va de Hawaï à Nouvelle-Zélande jusqu'à l'île de Pâques. Mais en fait, on n'a jamais... on ne s'est jamais projeté dans un triangle. On nous a presque imposé un triangle, alors qu'elle n'est pas un triangle, parce que cette migration a amené les gens de Polynésie et en même temps du Pacifique à développer des connaissances de déplacement sur ce grand océan. Et on a considéré que cet océan était un lieu d'échange, était notre monde. Pour pouvoir naviguer sur cet océan, il fallait comprendre les étoiles. C'est-à-dire que
en se déplaçant sur quelque chose en mouvement, il fallait comprendre le mouvement des astres. Et s'est développé toute une technicité sur le déplacement des astres avec le temps où on devait se déplacer sur l'océan. Des questions? Alors justement, juste avant de passer, parce qu'il y a quelques questions dans le public, cette image, le continent polynésien. Oui. Alors, en vérité, le public devrait retourner sa tête pour pouvoir bien voir l'image, ou on pourrait retourner l'image, mais elle est comme ça. Explique-nous un peu justement ce continent polynésien. Voilà, c'est à rebours en fait. Voilà. Donc, on nous a affiché dans l'éducation qu'il y avait l'Amérique, on avait une carte d'Amérique-Europe, et tout était centré dans cette partie. Et au fur et à mesure, on s'est demandé pourquoi on n'avait pas la même chose, mais pour le Pacifique. Les Australiens ont travaillé sur une projection en mettant l'Australie au milieu, donc ça devenait intéressant, puisqu'on avait quitté l'océan Atlantique pour l'océan Pacifique. Et là, une artiste, Rémithea Bourgeois, s'est mise à retourner et à inverser l'océan devenant continent et les continents devenant océan. Donc c'est un travail intéressant dans un point de vue, et on échappait presque à la déformation qui était imposée, la déformation de Mercator, qui est toujours en cours d'ailleurs dans les écoles. Merci. Alors j'ai vu une main se lever juste tout en haut. Alors, bonjour tout le monde. Déjà, merci beaucoup pour les interventions et surtout merci à Emeline qui fait, en plus des va-et-vient dans le temps, qui fait office de gardienne du temps, littéralement. Ma question, c'est un peu pour tout le monde, puisque comme la notion de rebours, enfin à rebours, revient beaucoup, j'aurais aimé plus ou moins une mini définition, ou même en quelques mots, comment chacun de vous voit la question de à rebours dans leur pratique, mais aussi dans leur intention, finalement, l'intention artistique. Merci pour la question. Alors, Yacine, je te donne déjà le micro, mais il y en a d'autres qui circulent. C'est pour vous tous. Hein. Je suis quand même celle qui a le plus de difficultés à parler, j'ai l'impression, mais je veux bien. À rebours. Alors, je vais faire un petit détour avant à rebours sur ton introduction, Emeline, lorsque tu es descendue tout à l'heure. Réponse à sur le fait de revenir ou pas sur nos territoires pour y travailler, revenir ponctuellement ou définitivement, ou emmener notre territoire avec nous partout où on est et le faire grandir aussi par le travail et par les déplacements et par la transmission. Je voulais ajouter ça, c'est l'une de mes missions aussi. À rebours, tu peux reformuler ta question, s'il te plaît? Excuse-moi, tu te souviens de la question? Non. Bon. Ah, ok. En fait, c'est tout simplement voir comment vous faites le va-et-vient entre soit votre histoire ou soit les expériences passées pour produire. Ah, ça n'est que ça. Oui, c'est tout simple. Ça n'est que... Ça peut être plus, hein, ça peut être... Oui, mais c'est plus, bien sûr, mais le point de départ, ce ne sont que ces allers-retours entre l'histoire, la petite et la grande histoire, qui
là je fais vite, mais qui nourrit le travail. Alors, est-ce un à rebours pour vous ou du coup un va-et-vient? Enfin, comment vous vous situez? Ces à côté, ces pas à côté, c'est à rebours dont notre camarade dans le public nous parle. Comment vous le vivez? Comment voilà, il se définit, il se matérialise pour vous en fait? Mais c'est naturel. Alors, mouvement naturel pour Nathalie. Ronald, on veut bien t'entendre là-dessus. Je dirais errance et vagabondage. Ce déplacement constant. Mais j'ai commencé à parler de mon expérience où je décide d'essayer une école à Paris. Et puis finalement, pourtant c'est un diplôme national. Et on me demande de repasser la 3e année. Et là, je trouve ça vraiment drôlement insolent. Donc je reste 1 an où je me rapproche de la Maison des Arts de Bagneux où finalement je commence à travailler avec eux, notamment avec une exposition Mémoire Caraïbes avec Hervé Télémac et d'autres. Et puis je refuse de refaire une 3e année. Et après je retourne en Martinique et je poursuis mon parcours jusqu'à avoir mon master. Donc c'est vrai qu'actuellement c'est devenu une grande tendance, j'en suis plutôt heureux. On parle souvent de décolonisation, de déconstruction, mais il en a fallu du temps et c'est pas toujours bien compris. Donc en dehors de cette tendance, je pense que même la déconstruction, c'est aussi ce va-et-vient entre des choses qui ont été érigées, qui sont devenues une réalité, et cette volonté de décortiquer tout ça et de faire une autre proposition. Donc j'ai pas évoqué la langue créole. La langue créole même, c'est parler créole, à part la poésie, c'est aussi ce va-et-vient entre héritage et entre manière de vivre. Et c'est aussi une nourriture pour mon travail, puisque la langue créole est très belle, mais aussi très imagée. Et donc là aussi, ça donne d'autres possibilités, d'autres imaginaires, d'autres relations avec le monde, d'autres manières de penser ou de concevoir ou de voir les contours d'une même chose, mais différemment que quelqu'un d'autre. Et donc je pense que c'est tous ces éléments-là, ça. Je prendrai ma dernière expérience qui n'est pas tout à fait ça, mais c'est le 10 juin 2021, lorsque à 4h du matin, je perds 98% de mes œuvres dans un incendie, on pense criminel, à 4h du matin. Donc c'est aussi comment, entre guillemets, à la fois c'est une mort, mais en même temps, je me dois de renaître. Donc c'est aussi toute cette résistance, espoir, mais direction aussi. Et donc, tout en étant dans quelque chose d'indéterminé. Merci, Ronald. Alors, Viri, est-ce que tu veux justement réagir, enfin, revenir sur cet à rebours? Oui, effectivement, je crois que le mécanisme, il est là. C'est un aller-retour permanent entre ce qui relève de l'histoire, ce qui relève du patrimoine, des charges émotionnelles. Je crois que c'est un retour permanent pour définir des nécessités, je pense. Je peux passer le micro à Yacine. Yacine voulait le mot de la fin pour sur le à rebours. Moi, je voulais juste vous remercier vraiment d'avoir mis des mots sur des choses qui résonnent en moi que j'ai pas su articuler. Et vraiment merci. Voilà. Alors, est-ce que nous... Ah, j'aime bien parce que l'invité principal est toujours au taquet. Question par ici. J'étais intéressée à revenir sur le concept des résistances et des corps et vous demander à tout le monde comment cette résistance s'inscrit ou elle est inscrite dans vos corps, comment vous l'habitez au quotidien. Dans la Caraïbe, le corps a du sens, puisque le corps était vu comme une chose, donc la question de l'humanité. Et puis après, je dirais que le corps, c'est déjà le premier lieu, c'est un lieu. Je suis spirituel avec une éducation catholique avec laquelle j'ai pris une certaine distance. Néanmoins, je pense toujours que le corps est un lieu à habiter. Et donc, c'est un lieu d'émotion aussi, parfois même de convulsion. Et donc, c'est chacun
le corps social, par exemple, pour la pièce que je présente, où on a ce bateau avec toutes ses mains, je pense que le corps d'un ouvrier n'est pas forcément la même chose pour le corps d'un fonctionnaire. Et donc c'est aussi comment le corps aussi éprouvé peut être ce lieu de mémoire, mais aussi peut être épuisé et puis finir aussi par finalement s'abîmer. Donc le corps est quelque chose aussi à voir avec la mémoire, avec des choses qui sont moins perceptibles, mais aussi avec le temps. Un corps de 20 ans n'est pas un corps de 50 ans. Et donc c'est aussi ce corps, c'est ce lieu qui est rempli de choses qu'on pétrit. À la fois, tous ces corps se ressemblent et avec tous des singularités. Donc, je dirais même il y a des corps et pas forcément un corps. Merci. La peinture. Résistance, c'est ça le terme. C'est bien ça? Et corps. Résistance et corps. Tout va bien. La peinture rejoint cette idée que dans le discours de De Gaulle, c'était en permettant la mise en place d'un centre d'expérimentation nucléaire que l'État se montrerait généreux. Donc tout est à l'envers en fait. Donc cette peinture, celui qui était juste avant, retrace juste cet effet qui a complètement changé notre façon d'exister et de voir les choses. Donc dans la deuxième peinture, on revient sur les gardiens de la mémoire, ceux qui avaient la charge de conserver la mémoire de la communauté. Et finalement, on se pose la question, maintenant où il y a tant de mise d'appareils technologiques qui conservent les mémoires, donc la question se pose donc, et où sont donc passés nos gardiens de la mémoire? Voilà pour ces deux travaux. Sinon, tout va bien. Moi, je crois que le plus bel objet que l'on a à La Réunion, c'est celui du langage. Et le créole est une langue habitée, est une langue de la corporalité. Et je pense que c'est là où ça se trouve, où moi ça résonne énormément la question du corps qui existe à travers ce langage et ce qu'il permet de faire exister. Alors une question par ici. Oui, j'arrive. Oui, oui, ça marche. Le corps et la résistance. Et la résistance, pardon. Comment elle s'inscrit dans votre corps? Elle s'inscrit... Je parlais de corps à corps tout à l'heure. C'est difficile à expliquer, excusez-moi, mais il s'agit vraiment de faire corps, de fusion, avec la déambulation. Je récolte, je glane tous les matériaux qui me servent à faire peinture, où je fais avec ce qui est déjà là, comme l'herbe qui était déjà là.
Faire corps, c'est entrer dans le travail. Et entrer dans le travail, c'est entrer en résistance. Il y a plein de façons d'entrer en résistance. Moi, j'essaye de le faire avec ma poésie. Nous avons tous notre poésie. Et je le fais avec mes moyens. Mes moyens, c'est la couleur, la terre, c'est l'histoire, c'est les ingrédients qu'on met tous dans nos créations. Et là, il s'agit de mon jardin. J'ai la chance d'avoir un jardin. C'était la condition pour que j'accepte un atelier de la ville à Paris, d'avoir un petit morceau de terre. Et ce morceau de terre, c'est mon jardin d'expérimentation, de recherche, le jardin qui me sert à prendre corps à l'atelier ensuite. Je travaille d'abord dans le jardin, je plante, je nettoie, j'arrose, j'observe, je m'assieds, j'écoute. Et ensuite, je peux entrer avec plus ou moins 30% ou plus de tension dans le ventre de l'atelier pour me mettre à travailler au sol. Voilà, c'est comme ça que je rentre en résistance. Merci Nathalie. Alors, une question juste là, allez-y. Une petite question pour Viri, qui rebondit aussi un petit peu sur ce que Yassim a pu dire. Tout à l'heure, on parlait, et tu étais interrogé sur la charge de l'objet. Et je trouverais intéressant de rediscuter autour de la décharge des objets. Parce qu'en Polynésie, les objets ont été déchargés avec le contact colonial. Ils ont été vidés. Ils ont été des coquilles vides, dépossédées. Et comment, en tant qu'enseignant, on positionne ces élèves par rapport à des objets qui n'ont été perçus et transmis que comme des coquilles vides? Comment est-ce qu'on fait pour que les élèves se réapproprient l'absence dans ces objets, dans l'histoire? Enfin, on n'est pas dans une école qui apprend à charger des objets. On est dans une école pour comprendre l'histoire, comprendre l'évolution de la forme associée au patrimoine. Et le fait que ces objets se retrouvent à l'extérieur de la Polynésie, dans des musées, permet à ces objets de parler de nous, autrement que des objets chargés. Donc on se situe dans un rapport à la forme, un rapport à la transmission de nos connaissances liées au patrimoine. Et après, de ces formes-là, nos étudiants doivent proposer, critiquer, transformer, régénérer à travers des propositions qui leur sont propres après avoir compris le patrimoine. Une question par rapport au hein? Oui, vas-y Cédric. Ben, en fait, on parlait de corps et de résistance, mais je trouve ça hyper intéressant comme concept et approche, mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas, je sais pas, aller un peu plus loin, parce qu'on parle de résistance, mais résister à quoi, en fait, en vrai? On parle de corps, mais, enfin, je veux dire, nous sommes beaucoup à pouvoir nous déplacer tranquillement pour parler de résistance dans des lieux qui sont institutionnels. Donc, quand on parle de résistance, on parle de résister à quoi, en vrai? Et de ces corps qui se déplacent et qui se meuvent sans résistance, enfin justement. Donc voilà, ce sont les termes qui circulent comme ça, enfin entre nous, mais on parle vraiment de quoi quand on parle de résistance à l'heure actuelle? Merci. J'ai eu la chance en septembre d'être invitée par Nathalie Mouchamad, qui sera à la table ronde demain à Mayotte, d'être invitée à Mayotte pour passer 2 semaines à travailler avec avec une école et une association.
Il s'agissait de travailler avec une association qui s'occupe d'enfants déscolarisés et de travailler autour d'ateliers et de créer une peinture murale devant l'école, sur les murs de l'école poste. Alors, pourquoi je parle de ça quand tu me parles de résistance et de corps ? Eh bien, sur l'enceinte, une partie du corps de l'école, nous avons réalisé une grande peinture pour les journées du patrimoine, dont la thématique était le végétal. Et donc, il s'agissait de l'ilang-ilang, langui-langui. Et les ateliers avec les enfants déscolarisés, c'était ça ma résistance. Avec les enfants de la rue qui sont venus peindre avec nous, avec les adultes qui se promenaient et qui sont venus nous soutenir. C'est ouvrir des fenêtres, transmettre. La transmission, c'est ma résistance. C'est ma manière aussi de partager, de donner, de proposer autre chose. De dire, tu vois, ça, tu peux devenir artiste, tu peux être peintre, tu peux être sculpteur, tu peux, c'est pas... Une jeune fille, un jour, m'a dit, mais vous avez l'air heureuse, comment vous faites pour être heureuse? C'est quoi votre secret? Vous vous rendez compte? Une gamine de 12-13 ans qui me demande, c'est quoi le secret? Le secret, eh bien, il est aussi dans se battre pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait. Et je ne sais pas si je réponds à ta question, mais voilà, c'est un combat. Voilà. Alors, juste avant que d'autres peut-être prennent la parole là-dessus, sur la question qui a été posée, juste pour resituer les choses, le terme résistance n'est pas revenu comme ça. Il y a, dans l'intitulé de cette table ronde, le terme hiérarchie. On a beaucoup parlé justement de la résistance par rapport à la hiérarchie, ce qui a été établi. Comment, quand Ronald prend le temps de nous parler justement de cette école qui lui demande de refaire encore une 3e année et qu'il se pose, lui, en termes de résistance en disant « Ah ben non ». Pas de 3e année. Donc la hiérarchie, la rebours, et c'est ce qui nous a permis, nous, d'évoquer justement ces résistances, ces corps en résistance, ces arts en résistance, etc. Je ne sais pas si vous voulez, Viri, réagir là-dessus. Oui, dans les projets mis en œuvre, le terme de résistance n'est pas forcément en correspondance. Dans mon travail, je suis plus sur un constat. Un constat en direction de notre population. Généralement, ils trouvent de la violence dans ma peinture, ils trouvent que tout est décalé, mais en fait, on est dans un décalage, on est à l'envers, on marche sur la tête, parce que l'ordre établi veut que ce soit comme ça, et pas autrement. Donc notre travail, enfin le mien de travail, c'est faire un constat, c'est poser des questions. Où sont donc les gardiens de nos mémoires? Une question. Et après, au public, aux gens de trouver la réponse. Merci beaucoup, Viri. Alors, il y a une question juste là. Oui, bonsoir. Bon, je rejoins un peu l'impatience de Cédric quand il pose la question de la résistance, parce qu'il pose la question de la résistance à quoi? Et je trouve on dirait que vous faites tout pour ne pas répondre. Alors, pardon. Mais j'ai pas fini. Et je voudrais poser une question à Ronald. Hier, j'ai posé une question à Ernest Breuler. On m'a dit que c'était un peu une attaque. C'est pas une attaque à Ronald. Mais honnêtement, quand tu vas t'inscrire en 3e année aux Beaux-Arts de Paris, alors que tu as fait 5 ans, 4 ans, je ne sais pas combien de temps tu as fait en Martinique. Tu as fait 3 ans ou tu as fait 5 ans?
J'ai fait 3 ans en Martinique. J'ai eu le diplôme avec les félicitations du jury. Donc je me suis dit, ça me laisse la possibilité de tenter une autre aventure. Et arrivé à Paris, je cherche à m'inscrire, on me dit il faut refaire la 3e année. Si je l'avais eu tout juste, j'aurais compris. Mais là, je me disais même si j'aurais été parmi les derniers de la classe, mais j'avais quand même ma place. Il s'agit d'un diplôme national, pas d'un diplôme, je sais pas moi, à Babois. Donc voilà, c'est ça. Et après, je suis retourné, effectivement, j'ai fait mes 2 ans en Martinique et j'ai pu obtenir mon master avec les félicitations du jury aussi. Et je souligne que c'était pas un jury, c'était pas les amis du directeur ou autre, c'était vraiment un jury national, des gens actifs avec des qualités et des savoirs, voilà. Merci beaucoup. Il y a une question par ici. Alors, juste rappeler, ne pas répondre, c'est aussi une forme de résistance, hein. Voilà. Continue par ici. Moi, j'avais juste une question pour Yacine. Son œuvre de machette en sucre a reçu pas mal de distinctions cette année. Hier, à Design Parade. Je voulais savoir si ça avait changé pour toi, ça va nourrir une réflexion pour toi de voir cette pièce qui est chargée quand même, qui cristallise beaucoup de choses sur l'histoire et l'identité de la Réunion, mise en lumière et peut-être plus généralement la question de la circulation d'une histoire qui est liée à un territoire dans le monde. Est-ce que c'est important pour vous de voir ces objets aussi circuler et voilà, faire voyager les idées qu'elles portent? Merci beaucoup pour cette question. Je crois pour répondre à ça, c'est aussi dire que notre histoire, cette histoire, c'est aussi l'histoire de tout le monde et qu'elle concerne bon nombre de personnes. Le fait que ces travaux existaient à la Ville Lannoy, pour moi, c'était aussi la question de... j'ai le sentiment, le design de la manière telle qu'il se pense en France est extrêmement, ou se veut apolitique. Et donc il n'est pas neutre en lui-même. Et ça pose la question de qu'est-ce qui l'offusque. Le fait de faire exister ces machettes à la Ville Lannoy, c'était aussi comprendre que la Ville Lannoy, qui est construite pour Marie-Laure et Charles de Noailles, qui sont considérés comme des grands patrons de l'art, Charles de Noailles, c'est une famille qui fait sa richesse aussi potentiellement sur la traite de l'esclavage. Existe un bateau négrier du nom du duc de Noailles. Et donc c'est aussi dire, vos espaces, ils sont contaminés, de la même manière que notre histoire, elle est contaminée. Et c'est reconnaître cette contamination. Et je pense que ça lie peut-être cette question de la résistance, où je suis d'accord que on est dans un milieu culturel relativement privilégié sur certaines choses, et il peut apparaître présomptueux de parler de résistance face aux violences sociales que peuvent vivre nos territoires. Pour moi, c'est reconnaître que cette violence, elle existe aussi dans ces milieux institutionnels, qu'il perdure quelque chose. Et aussi, cette question de la résistance, c'est aussi, on m'a fait énormément la remarque de... t'es la première personne à consonance arabe qui gagne un prix de design, ou qui a ce prix-là. Tu es le premier arabe à rentrer dans ces espaces-là. Et moi, ça me pose aussi beaucoup cette question de comment je positionne ce corps, comment je positionne cette chose. Quand je parle de la Réunion, donc au-delà de ça, de qui définit mon identité, qui a cette agentivité-là. Et je vous avoue, c'est des questions dont je n'ai pas encore la réponse, et je me pose énormément aussi de questions par rapport à ça aujourd'hui. Mais surtout, moi, peut-être, la Ville Lannoy, ce qui s'est passé, c'était... avoir de nombreux messages d'autres amis designeuses, personnes de couleur qui nous disent « Ah, mais tu nous laisses, tu nous ouvres une porte, tu nous donnes la possibilité à... » Et aussi dire « Mais en fait, moi, je ne me suis pas fait tout seul, je me suis fait avec ces gens-là, et qu'aujourd'hui, peut-être, se donne la possibilité pour nous d'exister pleinement pour ce que nous sommes. » J'avais une image du travail d'un duo que j'aime énormément, qui est Dash et Zéphir, qui sont des amis, et Dimitri Zéphir, qui lui est originaire de la Martinique, qui ont tout un travail du design sur la question de l'éloge créole, qui sont des gens qui
pour moi, m'ont ouvert la voie. Et l'un des premiers messages que j'ai, c'est celui de Dimitri Zéphir qui me dit « Mais Yacine, tu ne te rends pas compte à quel point je suis fier, à quel point j'ai failli laisser tomber le design parce que ça m'a dégoûté, parce que j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas exister, et tu nous permets ça. » Et je lui dis « Mais c'est vous qui m'avez donné envie de faire du design finalement, donc finalement on se porte mutuellement et collaborativement. » Donc peut-être qu'est-ce que ça m'a apporté? Moi, c'est la possibilité de faire alliance encore plus. Voilà. Merci. Ouais, je voulais répondre, merci sur cette question en fait de comment vous portez dans votre corps la résistance. Il y a une réponse qu'on peut donner, c'est qu'est-ce que tu as envie d'entendre? Jusqu'à où je peux aller? Est-ce que l'endroit est adéquat pour que je réponde à cette question? Non. Est-ce que l'endroit... Et ça, c'est très important, parce qu'a priori, comme tu dis, toute question n'apporte pas réponse, pas simplement qu'on n'a pas envie de répondre, mais par le fait qu'une réponse, c'est toujours créer des conditions vers une possibilité. Sinon, c'est pas la peine de répondre. On vient tous de cultures où il y a une partie de la résistance qui est « je n'ai pas à répondre à cette question-là », ça sert à rien, en fait. C'est-à-dire que ça n'ouvre pas, tu viens de parler, Yacine, de ce qui ouvre. Et ça, pour moi, c'est très important. En fait, la non-réponse, c'est pas un refus du débat, c'est une absence d'intérêt du débat. C'est que s'il n'y a pas de conditions potentielles intéressantes de la réponse ou de la forme, là, on a des artistes, alors on peut aussi ne pas faire. Et ne pas faire, c'est des régimes de résistance qui sont assez importants. On a vraiment fait des politiques de refus qui sont très présentes dans nos cultures, des espèces de politiques de la paresse ou des espèces de politiques improductives. C'est faux, en fait. Le refus est une forme de production extrêmement importante. Quand on le voit dans les féminismes, par exemple, on le trouve évident. Ça existe aussi chez nous. C'est-à-dire le ne pas faire produit en fait quelque chose, une possibilité de faire. Comme tu dis Yacine, se relier, ça veut dire qu'on considère que ceux et celles qui n'ont pas fait ont permis de faire aussi, autant que ceux qui ont fait. Et ça, c'est très important. Et donc, moi, je repensais à l'œuvre de Nathalie, où on n'a pas eu le temps de s'arrêter beaucoup sur ce que tu as fait à la Cité des Arts. Moi, j'ai pas pu encore le voir de mes yeux, mais je le ferai bientôt. Ce travail de fantôme d'un lieu et de charbon dit donc simplement qu'on parle toujours dans un contexte précis. On parle toujours après des gens, plusieurs d'entre vous l'ont dit, et on parle toujours après des gens qui sont nos amis, nos alliés, comme Yacine l'a dit, c'est ce qui est le plus beau, mais aussi, en fait, on parle en présence de nos ennemis, de manière relativement régulière et permanente. Et donc, quelque part, le travail de trace que fait Nathalie, pour moi, c'est un rappel que je trouve, que j'ai pas encore vu de mes yeux, mais que je trouve un rappel important qui fait écho à beaucoup dans mon travail. C'est la question, en fait, de présence fantomatique, quoi. À quoi on résiste à des choses qui nous ont précédés et pas que des bonnes choses. Donc, on n'est jamais à zéro du point de vue des alliances et des filiations qui se construisent dans la douleur, parce qu'avant nous, et Yacine, tu le sais, vous le savez tous, il y a des gens qui ont abandonné. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été détruits, il y a des gens qui ont été oubliés. On parle avec cette charge-là et on parle au nom de ça aussi. Notre parole est portée par ça. Donc on parle après ceux qui ont réussi à parler, mais on parle surtout après tous ceux qui n'ont pas pu parler et qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et cette charge-là fait qu'on ne répond pas toujours aux questions qu'on nous pose quand ce n'est pas le bon endroit pour y répondre. Merci beaucoup, Olivier. Alors c'est parce que nombreuses sont les branches, c'est parce que nombreux sont les chemins, vastes les créations, invisibles ou trop visibles les frontières, invisibles ou pas assez visibles les résistances. C'est parce que l'oubli engendre la mémoire et crée, recrée, fait lien. Et d'aussi loin qu'ils viennent, d'aussi loin qu'ils et elles viennent, d'aussi petits qu'à tort on les pense, l'art outre-mer raconte. Autrement dit, la richesse de ces 98 et 97 000 sentiers de création, elle aussi a à montrer au monde, a à offrir des échos au monde, et ces échos ont à résonner dans le monde. Alors tout d'abord, merci à vous, cher public, pour cette salle ronde. Vous pouvez vous applaudir. Et puis merci infiniment à nos invités. Nathalie Leroy-Fievé, merci beaucoup. Ronald Cyril, merci infiniment. Viry Taïmana, merci beaucoup.
Et Yacine Ben Abdallah, merci infiniment. Alors merci beaucoup à Claire Henry du réseau des images d'artistes pour justement le passage des slides. Et puis on va se retrouver, enfin en tout cas, la main sera passée cet après-midi. Merci beaucoup. La main sera passée cet après-midi à Cynthia Philibel avec justement la cartographie, les écritures en mouvement. Bon appétit à toutes et à tous. Merci infiniment. Merci beaucoup.